Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Comment la guerre en Ukraine met-elle la mondialisation à l'épreuve? À partir de 12h55, rendez-vous avec le politiste Bertrand Badi, auteur de Les puissances mondialisées, repenser la sécurité internationale. Il analysera pour nous les premières conséquences de cette guerre sur l'ordre mondial. Ce sera autour de la grande table des idées. Mais d'abord, que peut-on apprendre de Sarajevo? On en parle aujourd'hui avec nos deux invités. L'écrivain Jean-Luc Outers, auteur de Hôtel de guerre, qui paraît chez Gallimard. Dans ce livre, il raconte le siège de Sarajevo qu'il a vécu à l'époque avec Reporters sans frontières. Avec nous également l'auteur, illustrateur et réalisateur Enki Bilal. Le 3e tome de sa série Bug vient de paraître chez Casterman. Ses dessins sont exposés autour de l'humain augmenté actuellement au Musée de l'Homme à Paris, à voir jusqu'au 13 juin. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Il est né à Belgrade, mère tchèque, père bosniaque, arrivé à Paris à l'âge de 10 ans, auteur prolifique de la trilogie Nicopole, de la tétralogie du monstre ou encore de la série Bug en cours. Paris, Sarajevo, Belgrade, c'est un triangle, c'est ma vie, disait-il il y a 20 ans déjà. Bonjour Enki Bilal. Bonjour. Merci d'être avec nous et bonjour à Jean-Luc Outers. Bonjour. Bonjour. Vous faites dans un livre qui vient de paraître chez Gallimard, Hôtel de guerre, le récit de Sarajevo en 2 voyages. 1994 d'abord, la ville est assiégée par l'armée. Depuis avril 92, vous y allez à ce moment-là. Puis 2019, vous y retournez 25 ans après. Ce livre raconte ces 2 moments dans votre vie, dans la vie d'une ville, dans la vie de votre narrateur. Pourquoi y retourner toutes ces années après ce livre à Sarajevo? Pourquoi parler de Sarajevo dans un livre, en fait? C'est ça la question. Sarajevo ne nous a pas tout dit pour vous. Mais quand j'ai fait mon premier séjour, à l'invitation donc de Reporters sans frontières, cela faisait suite au massacre du marché Marcalais qui avait fait 68 morts. Et Reporters sans frontières avait décidé de faire une chaîne d'écrivains comme ça du monde entier qui se relayaient de semaine en semaine pour témoigner, pour écrire, pour filmer aussi. Et j'étais vraiment bouleversé forcément par cette expérience, parce que c'est l'expérience de la guerre, l'expérience physique. On voit des cadavres qu'on enterre, il y a les odeurs de brûlés, et quelque chose qu'on n'a jamais vécu. On a vu des images, mais on n'a jamais senti ça. Et j'étais incapable, pendant 25 ans, d'écrire quoi que ce soit sur cette expérience, parce que c'était trop fort, ça dépassait la fiction en fait, ça dépassait le travail de l'écrivain que j'étais. Et 25 ans après, je me suis dit il faut que j'y retourne, inspiré par quelque chose. Et donc j'ai mis dans ce roman, parce que c'est quand même un roman, c'est pas un reportage, qu'il repartait pour retrouver la trace d'une femme qu'il avait rencontrée, une anesthésiste qui travaillait à l'hôpital Kosevo, donc l'hôpital de Sarajevo pendant la guerre. Et voilà, j'ai trouvé en y retournant, je dois dire, un pays terriblement déprimant, sans espoir. Et je crois qu'on va peut-être en parler avec Enki Bilal, parce que ce qui se passe à Sarajevo pour le moment, je crois que c'est vraiment inquiétant. C'est donc le sentiment physique de la guerre aussi que vous avez voulu écrire, raconter toutes ces années après, et qui est probablement resté en vous. Le sommeil du monstre, qui était le premier volume de votre tétralogie Enki Bilal, tétralogie du monstre, a aussi quelque chose de très viscéral. Vous commencez à l'écrire en 94, au milieu de ce conflit qui n'en finit pas, selon vos mots. Vous auriez pu y aller, comme d'autres artistes ou intellectuels français l'ont fait. Ce voyage, il vous a semblé à vous plutôt inadapté à l'époque? Vous n'avez pas souhaité le faire à ce moment-là? Vous avez attendu un peu? Alors, pour être très précis, on m'avait proposé, c'était le Nouvel Observateur, d'y aller. On m'a donné quasiment une carte blanche en disant, voilà, tu peux aller où tu veux, si tu veux dessiner, écrire, voilà, faire parler de ce pays où tu es né. J'ai hésité, et puis finalement, j'ai eu trop peur d'une certaine réalité. Je voulais pas l'aborder en tant que journaliste, je voulais pas être témoin de ces choses-là, et je voyais surtout pas comment les restituer. Je pense que la photo, dans ces cas-là, est beaucoup plus forte, ou le reportage en tout cas. Et l'idée de traiter le problème par la fiction,
par une espèce de mise en hauteur de la situation, de l'observation de la situation, de regarder Sarajevo comme un peu, malheureusement, les snipers et surtout les canonniers, les artificiers bosno-serbes faisaient autour. C'est une cuvette, Sarajevo. Et quand je vous entends parler dans votre livre de l'hôpital de Koševo, c'est l'hôpital de Koševo, c'est là que sont nés mes 3 personnages. Donc, quelque part, Holiday Inn également, on est tous ceux qui ont connu Sarajevo à cette époque-là connaissent les lieux. C'est une toute petite ville, elle est enserrée dans une espèce de montagne qui la surplombe. Et évidemment, c'est un champ de tir rêvé pour des monstres. Et il y en a eu beaucoup à ce moment-là. L'Holiday Inn, où logeaient pas mal de journalistes. Où vous Tous les journalistes, c'était le seul hôtel ouvert. C'était le seul hôtel qui a été rebâti, reconstruit depuis. Vous êtes assez sévère avec le petit monde, d'ailleurs, des journalistes reporters de guerre. Rassemblés dans le même hôtel, ils ont tourné le dos à la ville quand il y avait plus suffisamment de sensations fortes, selon l'une de vos narratrices. En tout cas, le point de vue de Marion dans votre livre. Il y a des gens comme ça qui ne bougent qu'aimantés par l'odeur des cadavres, comme ces photographes qui, au milieu d'une fusillade, mitraillent, c'est bien le mot, les derniers instants du soldat qui vient de tomber. Alors, il y a peut-être cette excitation dans la guerre, mais il y a quand même aussi des journalistes, des reporters, des photographes qui mettent leur vie en danger pour aller raconter et témoigner quand même. Mais oui, ce qui m'a frappé, c'était l'intense activité qu'il y avait dans cet hôtel. Cet hôtel était occupé par des journalistes. Moi, je le répète, je suis un écrivain, je ne suis pas du tout un journaliste, donc j'ai découvert ce monde et cette guerre des images, en fait. C'est-à-dire que il y a... tout le monde se presse pour être le premier, il faut quand même dire ce qui est, et filmer de préférence des images qui témoigneront de l'horreur de la guerre, donc le feu, les cadavres, etc. Et alors il y a cette vie effectivement des journalistes qui m'a un peu surpris, je dois dire, parce que certains journalistes en fait de grandes chaînes ne quittent même pas l'hôtel en réalité. Ils envoient des gens, enfin des pigistes locaux souvent pour aller filmer, pour prendre des images. Enfin, ça m'a surpris. J'ai découvert ce monde que je ne blâme pas parce que peut-être que si j'avais été journaliste, j'aurais fait la même chose au bout de 50 reportages, je ne sais pas. Mais c'est un monde très étrange, celui-là. Cette guerre des images qu'on retrouve. J'allais demander des noms. Non, on ne va pas faire ça. Mais vous avez raison. En fait, vous avez parfaitement complété ma réponse aussi. Effectivement, vous êtes écrivain, vous n'êtes pas journaliste. Je suis pas journaliste, je suis écrivain, artiste, auteur. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut hésiter, il faut faire le bon choix. Et je pense que j'ai fait un choix bon pour moi, en tout cas, parce que ça m'a permis de parler du problème de manière beaucoup plus universelle, en fin de compte. Voilà. Je pense que lorsque étrangement, lorsque j'ai lu, toujours dans l'Obs, à ce moment-là, c'est marrant, un grand reportage sur des talibans en Afghanistan, j'ai compris une chose, j'ai compris que cette guerre, dans mon pays de naissance, on occultait complètement un point qui était très important, qui était celui de la religion. C'est quand même assez étonnant de voir, enfin vraiment, rétrospectivement, je ne me souviens pas avoir vu un papier de fond en disant, voilà, c'est aussi une guerre de religion. Entre déjà deux... Ça, on ne le disait pas on le disait à ce moment-là. Ah ouais. Je n'ai pas vu ça, je n'ai pas vu passer ça. Or, qu'est-ce que c'est? Croates et Serbes, c'est des chrétiens. Les uns sont catholiques et les autres sont orthodoxes. C'était une guerre de religion interchrétien, ça s'étonne. Et puis, ensuite, les musulmans, Sarajevo, ville musulmane, mais ville ouverte, où les musulmans, je dirais, buvaient de l'alcool, c'était quelque chose il y avait une vraie vie. Oui, ce ne sont pas des migrants comme les musulmans chez nous, c'est les musulmans de l'Empire ottoman, qui sont là depuis le XVIe siècle. Et puis ils priaient, en même temps, ils vivaient leur religion. Et tout ça, ça a fini par produire, au bout d'un moment, une guerre à trois, et c'est très, très étrange. Et ça a donné finalement le cap de ce que vous évoquez, le sommet du monstre finalement. Et je pense que malheureusement, mon sommet du monstre, c'est toujours d'actualité. Parce que ça parlait de la Yougoslavie, de l'enfance de petits Serbes, Croates et musulmanes, et qui, étrangement d'ailleurs, l'Europe est de nouveau à cran, et étrangement, le rappel de l'histoire revient avec l'Ukraine. C'est quand même très étonnant, cette histoire, ce rappel de Sarajevo. Votre livre tombe très très bien, cette espèce de recul, de retard, le regard de nouveau,
C'est important. Et vous disiez tout à l'heure, effectivement, que vous étiez pessimiste. Il se joue où, justement, ce rappel de l'histoire pour vous, aujourd'hui, Enki Bilal, et après Jean-Luc Outers? Alors, il se trouve où? Là, on est face à... Finalement, qu'est-ce qu'on aurait à apprendre de Sarajevo? Qu'est-ce qu'on a oublié? Déjà, apprendre que la guerre, c'est pas beau. Ça nous avait tous choqués. Une guerre en Europe, c'est quand même d'une grande laideur. Et de voir que là, on découvre des charniers ou des exécutions sommaires, comme il y en a eu effectivement à Sarajevo ou à Belgrade ou ailleurs, à Vukovar, on peut citer les lieux de Srebrenica, etc. On n'a rien appris de ça quand même. Oui. De nouveau, on laisse. Et alors, ça vient toujours effectivement de l'obsession du pouvoir à conserver. Voilà. Et de l'idée d'appartenir à une race, à une communauté, à une nation. Enfin, toujours ce côté très, très, très bancal de l'humain. On n'a rien appris du tout. Jean-Luc Outers. Oui, ce qu'on apprend peut-être, c'est l'inhumanité de l'homme, en réalité. On se demande comment c'est possible, quand on voit, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, qui rappelle forcément Sarajevo. En fait, quand j'ai quitté Sarajevo, la dernière fois, je me suis dit, au fond, c'est triste, il n'y a pas vraiment d'avenir pour les jeunes là-bas à Sarajevo, mais au moins on en a fini avec les guerres. Moi, je pensais que l'homme avait enfin compris que les guerres s'étaient terminées. Et alors, tout d'un coup, ce retour de la barbarie en Ukraine, avec de nouveau, enfin, comme je crois que je le dis quelque part dans le livre, les mots, en fait, n'ont plus aucune place. C'est les armes, les obus, les missiles qui ont pris la place des mots. Et donc là, c'est quand même le langage qui caractérise l'être humain. Et dès lors, on se dit qu'on a affaire à une espèce de bestialité totale, qui est en l'être humain, sans doute, et qui ressurgit à chaque fois. Et c'est ça qui nous rend complètement consternés. L'inhumain de l'homme. Pardon, la bestialité, pardon, mais on insulte les animaux. Oui. Ils tuent pas pour se nourrir. L'inhumanité de l'homme et l'inhumanité de la guerre, aussi, tout simplement. Le journaliste bosniaque Slatko Dizdarevic, auteur de Journal de guerre, ancien rédacteur en chef pour le journal Oslobodenje, quotidien libre de Sarajevo à l'époque, dont le bâtiment a été détruit pendant la guerre et que l'on retrouve d'ailleurs dans vos pages, Enki Bilal, en hôtel 3 étoiles dans le sommeil du monstre. On l'écoute. Problem je bio kako uništiti to uvjerenje da mi možemo i treba da živimo zajedno. Il cherchait à détruire la conviction que l'on pouvait et devait vivre ensemble. Pour détruire cette conviction, il fallait créer psychologiquement un défaitisme. Il fallait que le peuple finisse par se dire un jour « Rien à faire du Sarajevo multiethnique ou multiculturel. Je veux juste survivre ». Voilà, survivre. Voilà à quoi on en est réduit dans ces situations de guerre. Et vous le racontez, Jean-Luc Outers, dans ce livre, Hôtel de guerre, Enki Bilal également, sur cette question aussi de la réaction que peuvent avoir les hommes dans des situations comme celle-ci. C'est intéressant parce que Le sommeil du monstre, du coup, est un livre pivot dans votre œuvre. Il vient assister au réveil, vous le disiez, de la douleur, à la confrontation aussi avec votre mémoire intime, familiale. Et c'est ici la question de la mémoire qui est importante. Qu'en reste-t-il, vous avez travaillé du coup à partir de vos propres souvenirs pour imaginer ce sommeil du monstre? Alors j'ai travaillé à partir de mes souvenirs de gamin, d'enfant, de Belgrade, de Sarajevo, parce que j'allais à Sarajevo voir ma famille. Et à chaque fois que j'allais à Sarajevo, j'étais pris d'une espèce de trac. J'avais 7-8 ans, 9 ans au plus, tout au plus, et d'un trac parce que je savais que j'allais arriver dans un autre pays, d'autres odeurs, mais quelque chose de fascinant, quelque chose de totalement exotique, avec effectivement des symboles religieux, des mosquées, mais aussi des synagogues, des églises orthodoxes, catholiques, etc. Et tout ce monde vivait ensemble. Et ça me plaisait. C'était quelque chose d'assez fort et d'assez étonnant. Donc j'ai ramené tout ça, évidemment, plus tout ce que je lisais sur la guerre en cours. Donc là, à ce moment-là, évidemment, je n'étais pas journaliste, mais j'étais un grand consommateur de la presse. J'essayais de m'informer. J'avais des amis de là-bas qui m'informaient
transformé. Donc, j'ai fait ce mélange comme ça de mon propre passé, de la réalité atroce de cette guerre, et effectivement de la projection que je pouvais faire en lisant, à l'apparition, je parlais des talibans, en me disant, voilà, le monde de demain, il sera aussi fait d'un obscurantisme qui peut surgir, et c'est ce qui est arrivé. Donc c'est quelque chose de... C'est une construction intellectuelle, mais qui est finalement assez proche de celle d'un journaliste, sauf qu'un journaliste doit s'arrêter un moment, au moment où on entre dans le futur. Il peut quand même dire, effectivement, attention, danger, mais il ne peut pas imaginer au-delà. La mémoire est fragile, hein, quand même. Vous avez travaillé aussi à partir de reconstitution, si on en croit votre roman, en tout cas, Jean-Luc Outers, puisque votre journal de guerre s'arrête à un moment. Vous avez cessé visiblement de prendre des notes, et donc vous avez dû faire appel à votre mémoire, à vos souvenirs, hein, vous aussi. Oui, c'est-à-dire que on devait là-bas, on avait pour mission d'écrire un texte qui allait être publié dans une douzaine de journaux européens, et puis alors de faire un petit court-métrage qui passait sur Arte et la BBC. Et donc, moi, j'étais là complètement hors sol, impréparé, ne sachant pas ce que c'était la guerre. Et j'imaginais ce que je pourrais éventuellement faire. Donc, j'ai arrêté mon journal un peu dans l'angoisse de ce que j'avais à faire, si vous voulez, sur place. Et surtout que les conditions, comme vous en doutez, ne sont pas aisées, quoi. Et après, effectivement, j'ai fait travailler ma mémoire pour écrire le livre. Mais quand vous écrivez, enfin, vous aussi, Enki Bilal, vous avez sans doute ce sentiment, c'est que la mémoire ressurgit même des choses que vous pensez avoir complètement oubliées, des lieux, des gens, même des noms, ressurgissent comme ça tels quels alors que vous n'avez plus pensé à eux depuis 25 ans. C'est ça le travail de l'écrivain par rapport à celui du journaliste, on en parlait tout à l'heure. L'écrivain aussi, il est dans l'interstice des choses, il voit des petites choses que peut-être les journalistes ne voient pas, une violoniste qui a des mitaines pour jouer parce qu'il fait tellement froid, ou un architecte qui était sans boulot forcément pendant la guerre et qui, pour passer son temps, dessinait au pastel des paysages sur des pochettes de cigarettes, qui étaient des petites choses comme ça qui n'ont l'air de rien. Mais même dans le chaos, même dans la mort, c'est comme ça que la vie se glisse. C'est dans ces toutes petites choses. Et ça, je crois que c'est le travail de l'écrivain de les apercevoir et de les décider, comme Enki Bilal. Mais ce que je trouve absolument étonnant, c'est étonnant cette rencontre, c'est que finalement, Jean-Luc Outers, c'est quoi? C'est finalement mon personnage de Nike, qui se souvient... qui est mon personnage né en votre 93, protagoniste, sous les bombes dans l'hôpital de Kochevo. Il est adulte, donc il a 35 ou 40 ans, les années, on s'en fout. Et il a une hypermnésie qui lui permet, tout d'un coup, il se dit J18, je me souviens. Dans le détail absolu de tout ce qui se passait. Il va jusqu'à J1, le jour de sa naissance, il se souvient de tout, il explique tout. Donc c'est absolument absurde et aberrant, mais effectivement la mémoire est là. Donc finalement il fait le retour, sa mémoire va rechercher ce qu'il a vécu. C'est ce que vous faites en fait pour créer un roman, etc. Mais c'est assez étonnant finalement de nous rencontrer ici. Mais tout le monde n'a pas envie de se souvenir, hein. Vous l'écrivez, Jean-Luc Outers, même entre voisins, on se parlait peu de crainte de faire remuer le passé. Là, c'est lors de votre retour, hein. Oublier était devenu une activité en soi. On cultivait l'oubli comme un jardin secret. Certains n'y arrivaient pas à cause des morts qui se dressaient dans les débris de la mémoire. On les reconnaissait à leur mine sombre. Les femmes surtout, que jamais n'illuminaient un sourire. Il faudrait du temps, beaucoup de temps, pour que s'efface l'empreinte du passé, comme les traces de pas sur la neige. Oui, c'est vrai. La mémoire à Sarajevo, ce sont les cimetières, c'est-à-dire qu'il y a des tombes partout. Sarajevo, c'est une espèce d'immense cimetière parce que, faute de place, on s'était mis à creuser des tombes n'importe où. Dans les parcs, on avait d'ailleurs scié tous les arbres pour se chauffer. Et puis, le long de cette grande avenue qui mène au stade olympique, les gens creusaient des tombes et enterraient comme ça, dans une sorte de chaos, les morts enfin tous leurs morts. Et dans vos dessins, Enki Bilal, le tramway côtoie les tranchées, hein, les voitures volent, et on voit partout dans la ville les cicatrices aussi encore de cette guerre. En 2019, vous avez donc retrouvé la ville et ses habitants, Jean-Luc Outers, avec ce que cette guerre a détruit à jamais et qui n'est jamais revenu. 2019, les cicatrices sont encore visibles dans la ville et sur les corps. Vous évoquez ces estropiés qui portent comme un fardeau le souvenir de la guerre, les mêmes que vous avez croisés, Enki Bilal, lorsque vous retournez à Sarajevo
Sarajevo en 98. Dans vos albums aussi, hein, les corps endurent beaucoup. Peut-être que ça vient de là aussi. Mais ça vient des Balkans. Je pense qu'il y a une espèce de culture presque surréelle dans les Balkans où effectivement il faut exhiber ses blessures, il faut exhiber sa vie, sa souffrance, ses meurtrissures. Et Belgrade est aussi... Tito a gardé dans Belgrade des impacts de balles de la Seconde Guerre mondiale. Il n'a pas voulu les toucher. Ils sont là, hein, font partie des meubles. Et c'est un peu pareil. C'est comme si c'est dans cette région du monde hein, qui est peu connue finalement, parce que tout s'est imbriqué, l'Empire ottoman, l'Autriche-Hongrie, enfin bon bref, où les guerres ont commencé. 14-18, ça a commencé par un attentat lié à Sarajevo. Ouais. Donc tout ça, c'est comme si c'était marqué au fer rouge. Et finalement, les artistes ou ceux qui deviennent artistes en côtoyant et en s'imprégnant de ce pays, finissent par porter le message. Donc moi je porte le message presque naturellement, mais je trouve que ça peut être beau, un corps qui a vécu, qui a souffert, je trouve que ça peut être très très beau, ça suffit, le Photoshop qui enlève toute la moindre petite ride et tout. Donc on est quand même dans la vraie vie, quoi. Invité jusqu'à midi et demi, l'écrivain Jean-Luc Outers, auteur de Hôtel de guerre, roman qui vient de paraître chez Gallimard, et l'auteur, dessinateur, réalisateur Enki Bilal, dont le 3e volume de Bug vient de paraître également chez Casterman. France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert. Comment l'art peut-il entrer en résistance ? On se souvient à Sarajevo de l'initiative du Sartre Theater, créé en 92 pendant le siège, pendant la guerre, hein, un théâtre de guerre dans la guerre. On va écouter à ce sujet les mots du metteur en scène Dino Moustafik. Il est extrait ce témoignage d'un documentaire, Le siège, de Rémi Ourdan et Patrick Chauvel, comme celui du journaliste qu'on entendait tout à l'heure. Pozorište je bilo važno kao voda I hljeb. Pozorište čuvalo bistrinu uma. Le théâtre était aussi important que l'eau ou le pain. Le théâtre nous aidait à garder l'esprit éveillé. C'était un havre spirituel qui nous préservait de la violence, de la destruction et du mal. Le théâtre était véritablement un monde parallèle, comme l'art en général. Des expositions, des concerts de musique classique avaient lieu, étouffés par les détonations, par les roquettes et les tirs de snipers. Mais les gens venaient, regardaient et communiquaient avant le spectacle. Il s'agissait d'un idéalisme artistique sans lequel le monde n'a plus de sens. L'art avait remplacé l'utopie. Pour les citoyens de Sarajevo, l'utopie était nécessaire pendant la guerre. C'était des mondes parallèles, dit-il, et en même temps, c'était des mondes qui devaient cohabiter. Il était important que l'art trouve sa place et existe encore. Hein, mais il trouvait sa place, c'est qu'il prenait sa place. Il remplissait le désarroi, il remplissait la peur, il embarquait les gens. Alors, notamment le théâtre ou la musique, parce que c'est des démarches collectives. L'art solitaire, c'était plus douloureux, j'imagine. Mais tout ce qui était collectif était très, très fort. Et moi, je sais très bien que c'est des temps de guerre, c'est toujours comme ça. La créativité est décuplée. Mais ce qui est terrible, c'est l'après, lorsque la guerre s'arrête. Le désarroi, la solitude, l'art n'est plus là. Et l'art, on n'a plus la force de le faire dans le désarroi et dans les ruines. Donc ça, moi j'ai vécu aussi cette période-là à Sarajevo, où il y avait le double malheur d'avoir souffert pendant la guerre, et en plus d'avoir perdu ses capacités de lutter. Voilà. Alors qu'on a tout perdu. Jean-Luc Outers. Mais c'est vrai qu'il y avait des images comme ça en plein siège de Sarajevo qui nous paraissaient incongrues. Par exemple, une jeune fille que j'ai rencontrée portant un violoncelle, il marchait dans la rue, donc je me disais, elle allait bien quelque part, dans une académie ou ailleurs pour jouer. Et moi, j'interprétais ça un peu comme un acte de résistance, c'est-à-dire, votre monde, barbare, je n'en veux pas. Moi, je m'intéresse à la musique
Et c'est là que je me retrouve, c'est là que la vie prend un sens pour moi. Et je pense que ce qui faisait peut-être tenir les habitants de Sarajevo, c'était l'art et peut-être aussi l'amour, parce qu'on continuait à s'aimer quand même, peut-être plus qu'en période de paix. On continuait à faire des enfants. Il y avait une maternité à l'hôpital Koševo qui a d'ailleurs été bombardée par les Serbes. Et tout ça, c'est les signes que la vie ne s'arrête pas et qu'elle gagne peut-être en intensité. Et après, effectivement, les lendemains risquent d'être difficiles, comme le dit Enki Bilal. Vous avez tous les deux gardé des contacts, évidemment, et notamment à Sarajevo. Comment est vécu ce qui se passe en ce moment en Ukraine, là-bas? Est-ce que tout autour, il y a une peur d'une contagion, d'un retour des tensions dans la région? Je crois qu'il y a un risque réel, parce que les nouvelles que j'ai sont les suivantes. En fait, la Bosnie-Herzégovine, c'est un fouillis institutionnel complètement délirant. Les accords de Dayton ont accouché d'un monstre qui pourrait figurer dans une bande dessinée d'Enki Bilal. Parce qu'il y a 3 drapeaux, en fait. Il y a le drapeau de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, puis il y a celui de la Fédération, qui regroupe les Bosniaques et les Croates. Et puis, il y a le 3e, c'est les Serbes de Bosnie-Herzégovine. Et donc, il y a une sorte de gouvernement collégial. Le président se succède. Mais aujourd'hui, d'après les nouvelles que j'ai, les Serbes donc de Bosnie-Herzégovine font une sorte de sécession. Ils ne veulent plus participer au pouvoir et rêvent de nouveau, je crois, à ce qu'on appelait la Grande Serbie. Et donc, il y a vraiment un réel danger, je crois, que le conflit éclate à nouveau. Et je crois que le problème des Européens, c'est qu'ils ne s'en rendent absolument pas compte. Ils arrivent toujours trop tard, comme c'était le cas en Ukraine. Et moi, je suis très inquiet, sincèrement, pour la Bosnie-Herzégovine. Ils arrivent toujours trop tard. Et durant toutes ces années, Enki Bilal, vous l'avez dit aussi depuis le début de cette guerre, et ils n'ont pas pris en compte certains sentiments, comme celui de l'humiliation. On va en parler avec Bertrand Badi, qui a beaucoup travaillé sur ce sentiment-là, cette émotion, l'humiliation dans les relations internationales aussi. Vous dites qu'on a quand même mal compris ce que Vladimir Poutine avait peut-être comme projet, et peut-être aussi ce qu'il a vécu comme un mépris, une mise à l'écart. Alors moi, évidemment, je ne vais jamais excuser les monstruosités d'un Poutine, mais ce que je reproche aux Occidentaux, c'est effectivement d'avoir humilié un peu un adversaire à terre. Le communisme effondré, ok, il y a un vainqueur. Et alors évidemment, Yeltsin, alcoolique, on aurait rêvé que comment dire, que ce ne soit pas un Poutine qui arrive, surtout qu'on a su très vite d'où il venait, le KGB quand même. Je me souviens d'une phrase qu'a prononcée Hubert Védrine, quand même quelqu'un qu'on peut apprécier et que j'apprécie en fait. Il a eu une confrontation verbale assez forte avec Poutine en 2001, c'est loin. Et à la fin de cette confrontation, Poutine a quand même fini par dire « Mais nous aurons besoin de vous, les Français, de la France, pour apprendre à établir un état de droit. » Un type qui dit ça, on se dit, surveillons-le, ça peut être intéressant, il faut peut-être l'aider, lui tordre la main, je ne sais pas, il y a peut-être un truc à faire en coopération, l'Europe peut peut-être aider à ça. Or, on n'a rien fait, les anglo-saxons le méprisaient, peut-être sans doute à juste raison, mais avec un peu, peut-être trop visiblement. Et puis surtout, quand on voit qu'un type comme Poutine commence à changer la constitution, à jouer espèce de jeu avec Medvedev, à passer d'un poste à l'autre, etc., et qu'on se dit que ce type-là, il s'est installé ad vitam dans son fauteuil de tsar, eh bien, on se méfie. Et on ne s'est pas méfié. Alors, je ne sais pas pourquoi on a laissé ce type dériver à ce point. Mais bon, voilà, malheureusement, c'est fait. Et voilà, bon. On peut revenir à Sarajevo aussi, mais le temps est un peu compté. Oui. Il est compté. On va en reparler avec Bertrand Badi. Merci beaucoup à vous, Enki Bilal, d'être venu autour de cette grande table culture dans une vingtaine de minutes. Donc, rendez-vous avec Bertrand Badi pour poursuivre cette discussion. Merci Jean-Luc Outers. Hôtel de guerre, votre roman vient de paraître chez Gallimard. Merci à tous les deux d'être venus autour de cette grande table. On vous retrouvera, Enki Bilal, très prochainement chez Arnaud Laporte pour son émission Affaires culturelles, où vous parlerez plus longuement du projet Bug. Et puis au salon Livre Paris également, avec Étienne Klein. J'aurai le plaisir de mener cette discussion. Merci. Ah, merci.